Cette année, on lance un nouveau dispositif de présentation temporaire. Voilà, notre public habituel a peut-être en tête l'idée que jusqu'alors, les grandes expositions temporaires avaient lieu en été, on va dire de juin à octobre à peu près. Et là, on a choisi, dans le cadre du projet scientifique et culturel de l'établissement qu'on est en train d'élaborer pour les années à venir, d'avoir une autre temporalité d'exposition. Les grandes expositions temporaires auront lieu d'octobre, donc de l'automne, jusqu'au printemps qui suivra. Et en revanche, sur la période estivale, on propose au contraire des présentations plus courtes dans le temps, mais qui permettront de mettre en valeur les 7 millions de pièces, en réalité, que l'on a dans les réserves, puisque dans les vitrines, qui sont déjà bien fournies, bien riches en matière de présentation d'objets, on n'a que, entre guillemets, 12 800 pièces présentées. Par rapport aux 7 millions, ça représente 0,01%, c'est ridicule. Alors, l'idée sur ces présentations, donc on a intitulé « Le musée sort de sa réserve », puisque l'idée est bien justement de valoriser ces collections en réserve, c'est de se raccrocher aussi à des actualités. Donc des actualités de la recherche, certaines années ça sera plutôt ça, des actualités de l'établissement. L'année prochaine on fêtera les 100 ans du musée national de préhistoire, puisque Perroni a ouvert les premières salles au public en 1923. Et donc on aura certainement des présentations articulées autour de ça. Et donc cette année, comme vous l'avez vu avec mon collègue Brad Gravina qui a suivi le commissariat d'exposition, on a choisi de mettre en valeur cette collection de moulage anthropologique qui est du coup un récent don fait à l'établissement par Bernard van der Meer chez Maria Dolores Garralda. Donc voilà, c'est aussi l'occasion de mettre en avant ce don-là. Peut-être que sur d'autres années, on présentera de très belles restaurations qui auront pu avoir cours, enfin voilà, qui auront pu être mises en œuvre sur des pièces emblématiques de l'établissement. Enfin, les idées viendront au fur et à mesure des années, mais je pense qu'on a déjà plus ou moins en tête un programme à plusieurs saisons. Nous sommes ici au cœur des réserves. Exactement, exactement. Donc là, nous sommes dans le cœur des réserves, donc, qui sont celles présentes dans le bâtiment principal du musée, dans les bâtiments administratifs de ce musée qu'on doit donc à l'architecte Jean-Pierre Buffy, musée inauguré en 2004. Et la réserve où nous nous trouvons, qui dans notre jargon s'appelle la réserve haute, parce qu'elle est au premier étage, est la même en surface que celle qui se trouve au rez-de-chaussée, réserve basse. Et celle qui contient, parce que c'est une réserve stable climatiquement, voilà, avec un système de régulation thermique et du taux d'humidité, etc. C'est important justement qu'il y ait toujours la même température. Alors voilà, c'est important, ça dépend de quelle collection évidemment on parle. Pour le lithique, on va dire, qui correspond en gros à notre grosse proportion de collection, hein, parce que dans nos 7 millions, on a plus de 80% d'éléments d'industrie lithique. Donc du silex, du quartz, voilà, des éléments de pierre taillée, souvent. Et ensuite, on a une vingtaine, un peu moins de 20% de collections de faune, de collections donc paléontologiques et archéozoologiques, qui nous permettent d'ailleurs d'avoir un discours équivalent à celui qu'on peut porter dans les muséums sur la question des environnements du passé, voilà, et de ses relations homme-animal. Et puis, on a un tout petit pourcentage, mais qui est énorme en termes de potentiel scientifique et patrimonial, qui correspond à des objets qui, eux, en revanche, ont des exigences très fortes en matière de stabilité climatique. Je parle là donc des vestiges d'industrie osseuse, voilà, les saguets, les harpons, tous ces éléments-là, les vestiges d'art mobilier, donc ces pièces qu'on a beaucoup en vitrine, mais dont il y a aussi de très beaux exemplaires en réserve. Donc c'est des bois de cervidés, bois de renne, os qui vont être gravés, sculptés, etc. Et on a aussi des vestiges anthropologiques qui correspondent d'ailleurs bien souvent à des vestiges anthropologiques néandertaliens, puisqu'au Musée national de préhistoire, on conserve près d'un tiers de tous les restes néandertaliens mis au jour, donc on va dire en Eurasie, hein, qui est l'ère d'expansion de Néandertal. Et donc évidemment, pour ces vestiges qui ont une très très forte valeur universelle, hein, n'ayons pas peur des mots, il convient d'avoir des réserves qui présentent des garanties en matière de conservation, exactement. Alors toutes les pièces, les fameuses 7 millions de pièces, viennent-elles toutes
de cette vallée de la Vézère? Viennent-elles d'autres endroits? Alors sur ces 7 millions, puisque là on est dans une des réserves, mais c'est une, hein, parce que hormis celle du bâtiment Buffy, il y en a également dans le château, il y en a également à l'extérieur, à la sortie des Aisy. Donc parmi ces 7 millions de pièces, évidemment le gros corpus historique, hein, c'est cette part un peu de l'histoire, hein, du musée et des collections. C'est des collections qui effectivement sont essentiellement à leur origine, donc voulues par Perroni, hein, à la fois ce musée et puis l'idée de laisser sur place au plus près des gisements les collections qui en proviennent. C'est vraiment une idée de Denis Perroni qui est le fondateur en quelque sorte de l'établissement. Ben voilà, effectivement la part des gisements de la vallée de la Vézère est très forte dans nos collections puisqu'on y retrouve tous ces grands sites emblématiques qui ont construit d'ailleurs l'histoire de la discipline. Donc on a les collections du Moustier, on a les collections donc de logerie haute, hein, et qui sont vraiment les grands gisements de référence, des collections de la Micoque, voilà, je pourrais tous les égrener, la Madeleine, bien sûr, la Madeleine. Et du coup, ça continue d'être une part très très importante de nos collections. Néanmoins, mon prédécesseur, donc Jean-Jacques Leyer-Merle, a eu une politique d'acquisition très très volontariste et on peut retrouver aussi dans nos réserves évidemment des collections qui vont provenir d'autres secteurs de la Dordogne, d'autres secteurs de notre région Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, notamment de très belles collections sur des fouilles importantes du Lot-et-Garonne. Et puis on va retrouver des collections qui proviennent de bien plus loin, notamment, vraiment je pense que c'est la plus emblématique à ce titre, les collections d'Arcy-sur-Cure, avec donc les fouilles qui ont pu être conduites notamment par le roi Gourand, et Arcy-sur-Cure c'est en Bourgogne. Voilà, donc on a comme ça des collections qui viennent en fait de territoires beaucoup plus larges, ce qui est juste logique, puisque nous sommes un musée national de préhistoire et qu'il convient justement aujourd'hui et surtout demain de maintenir cette qualification-là, à savoir être un musée dans lequel on va trouver les collections de référence, certes de l'histoire de la discipline, mais aussi celles qui vont continuer à l'avenir de nourrir la discipline. Si bien qu'on a aussi eu beaucoup de discussions en interne sur la façon dont on va conduire désormais notre stratégie d'acquisition pour que ce musée-là continue d'avoir ses collections essentielles et de référence pour la discipline préhistoire. Des collections que vous pouvez prêter à l'occasion d'expositions Ah oui, alors il ne faut pas du tout s'imaginer que tous ces boîtes, tous ces casiers, toutes ces étagères contiennent des collections qui dorment. Voilà, puisque ces collections, elles sont très très souvent mobilisées. Elles sont très souvent mobilisées par la recherche archéologique. On a vraiment un taux de fréquentation de chercheurs très important dans notre établissement, entre 120 et 150 chercheurs par an. Beaucoup de doctorants, de post-doctorants. Donc ces collections ont une part très importante aussi à jouer dans la formation universitaire de haut niveau, bien sûr. Et on a beaucoup de chercheurs étrangers aussi qui viennent parce que, en fait, ces collections de référence que j'évoquais sont d'intérêt une fois de plus universel et servent aussi à alimenter la recherche en préhistoire de collègues ailleurs en Europe, aux États-Unis, etc. Ces collections, elles sont aussi très souvent mobilisées par d'autres collègues, d'autres institutions muséales pour des prêts pour exposition. Donc là, prochainement, on va prêter plusieurs objets justement d'art paléolithique, y compris des petits blocs ornés, de l'art mobilier, au Musée de l'Homme pour sa prochaine exposition qui sera inaugurée en octobre et qui concerne l'art des origines, on va dire. Et enfin, ces collections, elles sont aussi récemment parties pour quelques-unes au Musée de Sauveterre, qui est du coup très près de nous, mais qui est un partenaire du territoire important, parce que, comme je le disais, on a des collections qui intéressent ce territoire et c'est normal qu'on participe aussi à la valorisation de ce patrimoine là d'où il provient. Voilà. Est-ce que les sites ne sont pas envieux finalement de ces collections parce que finalement vous les êtes appropriées ici au musée alors qu'elles auraient pu rester sur le site? Alors ça, c'est justement une des grandes discussions et c'est même quelque chose qui revient assez fréquemment. En fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment de sujet à partir du moment où les choses, elles sont expliquées, démontrées et surtout argumentées. Le fait que ces collections soient là, comme je viens de vous le dire, j'ai plusieurs, enfin, je pourrais en parler des heures, mais on voit bien qu'elles sont toujours remobilisées. Et pour pouvoir toujours les remobiliser, ça veut dire qu'elles doivent être dans un établissement où on peut avoir le personnel, même si on n'est jamais assez nombreux, évidemment, mais on peut avoir le personnel pour
permettre de les faire connaître, de les étudier, de les conserver dans les bonnes conditions et justement de monter des programmes d'exposition ou de participer à des expositions dans d'autres établissements. Et dans cette stratégie d'acquisition que j'évoquais il y a un moment, l'idée aussi est qu'on ne va pas récupérer toutes les collections de préhistoire françaises, ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est peut-être d'identifier parmi ces collections celles qui ont vraiment valeur de référence et d'avoir un vrai travail, je l'espère, en tous les cas ça fait partie des projets qu'on porte, avec nos homologues d'autres musées de préhistoire pour savoir quelle collection est à sa meilleure place. Et le fait qu'elle soit ici, ça ne veut pas dire qu'elles ne pourront jamais être présentées sur le territoire d'où elles proviennent. C'est un faux sujet en fait à mes yeux. Le sujet, il est bien de qu'est-ce qu'on veut vraiment garder comme référence au niveau vraiment de collection nationale et qui du coup comment dire, c'est pas un label mais ont vraiment des particularités sans être trop longue sur le sujet, juridiques, réglementaires, qui fait on sait vraiment qu'elles ont une assise qui va les protéger et permettre de les conserver sur le temps très long à venir. Voilà, le choix de présenter cette année pour cette première installation du musée sort de sa réserve la collection donc, de ces anthropologues, M. Van der Merch et Mme Garalda. Elle vient aussi, ce choix provient du fait que nous souhaitions, parce que c'était aussi une attente du territoire, hein, c'était aussi une attente des tutelles de l'établissement dont je vais parler maintenant, c'était pour se mettre aussi en lien, on va dire, didactique, intellectuel, pédagogique et dans l'intérêt des publics avec l'exposition Néandertal, qui est une exposition initialement créée par le Musée de l'Homme et qui est présentée cette année au pôle d'interprétation de la préhistoire. Donc ce que nous on a souhaité faire, c'est justement aussi de valoriser tout ce potentiel qu'on a dans l'établissement pour parler de Néandertal, pour parler des sociétés néandertaliennes, pour parler des vestiges anthropologiques qui sont importants comme on le sait dans cet établissement et qui du coup pour nous c'était cette idée d'arriver à faire des connexions de façon à ce que les publics comprennent qu'au pôle effectivement on a cette année cette exposition Néandertal avec des enjeux qui sont les siens sur ce sujet de la Nouvelle-Aquitaine, de la représentation, etc. Mais que ici au Musée national de préhistoire, on a tout un tas de témoignages vivants, là aussi des productions lithiques, donc de tous ces éléments de pierre taillée, de ces questions des sépultures, avec ces fabuleux vestiges d'enfants néandertaliens qu'on a dans notre parcours permanent de visite. Et donc entre le fait de présenter la collection Van der Merch Garalda centrée, comme vous l'a expliqué mon collègue Brad Gravina, autour de ces questions donc de moulage anthropologique néandertalien et de trouver aussi par des petits jeux subtils, didactiques qui seront mis tout l'été et même sans doute au-delà à disposition des publics. Voilà, c'était mettre en valeur ce volet-là de nos collections pour être en connexion avec justement ce qui se passe au pôle tout en vraiment démontrant la particularité et la ressource immense qu'on a dans l'établissement pour parler de Néandertal. Et les deux expositions sont complémentaires dans le sens où là-bas on peut avoir, je les laisserai parler de leur projet, mais là-bas on peut avoir effectivement des explications assez didactiques qui vont donner à voir notamment la répartition de Néandertal à l'échelle de la nouvelle région, donner à entendre aussi des interviews de nos collègues chercheurs qui abordent les grands sujets, mais on va dire que la nature vraiment réelle de la source de tous ces discours possibles, eh ben, elle est dans les témoignages archéologiques les plus tangibles et les plus directs. Voilà, les faunes chassées par Néandertal, eh ben, elles sont ici, avec ces grands gisements que j'ai évoqués aussi tout à l'heure, les vestiges anthropologiques qui sont ici, et donc effectivement tout ce qui va relever de ces interrogations sur l'évolution des façons de tailler la pierre et comment ça marche avec d'autres évolutions qui sont celles des ressources animales, des processus, des choix d'acquisition de certaines matières premières, des choix de stratégies de chasse. Voilà, ça c'est un discours qu'on peut bâtir à partir de notre présentation en vitrine et qu'on va attacher évidemment de développer aussi avec évidemment l'appui très précieux de nos conférencières de la RMNGP qui vont développer des visites spécifiques sur ces sujets-là. L'idée de cette installation,
c'est que même s'il y a beaucoup d'objets dans les vitrines du musée, il y a presque 13 000, mais ça représente moins de 1% de ce qu'on a dans la réserve, qui figure autour de 7 millions d'objets. Et donc, pour cette première installation de musée sur de sa réserve, on a choisi des objets qui viennent d'arriver au musée en 2020. C'est une collection de moulages anthropologiques qui a été donnée au musée par le professeur Bernard van der Merch et Marie-Dolores Garralda. C'est deux anthropologues mondialement connus qui ont bossé surtout sur la relation entre l'homme moderne et Néandertal, partout dans le monde, soit en Proche-Orient, soit plus proche du musée en Poitou-Charentes. Et ici, on a fait une sélection de ces moulages. Ils ont nous donné presque un peu plus que 900 moulages et ici, on a une dizaine. Voilà. Et cette dizaine de moulages qu'on voit devant nous, il vient d'un site célèbre qui s'appelle Shanidar, en Irak, en Kurdistan irakien. Comment avez-vous choisi justement ces objets? Est-ce que c'est autour d'une thématique ou il y a un autre choix? Dites-moi. C'est une très bonne question. En fait, le thème de cette sélection, c'est Néandertal, qui est tourné autour de plusieurs sites, mais en particulier le site de Shanidar en Kurdistan irakienne. Cet site a été fouillé dans les années 50 par une équipe américaine, où ils ont trouvé presque une dizaine des individus néandertaliens. Ces restes qu'on voit devant nous, ils étaient déposés au musée de Bagdad et malheureusement, pendant la guerre de 2003, en grande partie, ont disparu. On ne sait pas où ils sont maintenant, ils ont peut-être détruits ou cachés, ou on ne sait pas, mais il y a forte chance qu'on ne va jamais revoir ces objets. Mais dans les années 70, cet objet était moulé. Donc ce qu'on a devant nous, c'est des moulages. Et l'intérêt de cette pièce, c'est que, vu que les originaux ne sont plus avec nous, c'est un des seules traces qu'on a de cette reste humaine. Et donc ici, on a quelques exemples du site de Shanidar. On a 4 individus, 2 qui ont représenté que pour des crânes, ou les mains, ou des rachivertèbres, ou même des mandibules. Voilà. Quand on dit que cet objet, ils ont quand même une valeur scientifique, c'est qu'il peut servir pour études, aussi pour des étudiantes, pour qu'ils peuvent manipuler les objets, parce qu'en des entrées d'un moulage, c'est que c'est quand même des pièces hyper fragiles. Donc on ne va pas filer un crâne néandertalien dans une étudiante ou une étudiante, mais par contre, la précision du moulage nous permet de comprendre l'anatomie, les éléments intéressants d'un ossement ou autre. Alors ici, on a une carte. Voilà, ça c'est de répétition des sites qu'on a sélectionnés. Donc ici à droite, on voit que Shanidar il est bien dans des Manzagros en Irak. Et dans la deuxième vitrine, on a une sélection des pièces qui viennent des sites plutôt en Asie. On a Saint-Césaire en France et Montmorin, Angis en Belgique, le Grotte Gattari en Italie et Krapina en Croatie. Et donc ici, c'est encore une fois, c'est la même idée. Par contre, là, c'est des moulages des pièces qu'on sait où ils sont. C'est-à-dire que le crâne qu'on voit devant nous, du Saint-Césaire, il est préservé au musée à Paris. Voilà. Donc là, c'est un moulage qui est tiré d'originaux. Donc ça, c'est le crâne de Saint-Césaire. On a aussi un endocrâne, c'est-à-dire c'est une empreinte du partie antérieure du crâne. Voilà. On a un mandibule, un deuxième mandibule. Ici, 2 fragments du crâne plus un mandibule. Donc c'est un très bon... C'est une très bonne représentation de variabilité à la fois morphologique et géographique de Néandertal. Et le choix n'est pas simple, parce que parmi ces 900 pièces qu'on a dans la réserve, en grande partie, c'est des toutes petites pièces. Parce que même si ces pièces nous donnent une image qu'on en trouve un bout de Néandertal dans un site donné, c'est un crâne ou c'est un mandibule entier, mais en effet, c'est plutôt des dents ou un bout de phalange. C'est très très rarement des grandes pièces qu'on voit devant nous. Ben, Néandertal, la répétition du Néandertalien, c'était vraiment depuis le sud de l'Espagne jusqu'en Ouzbékistan. Voilà. Donc ici, on a juste indiqué où sont les sites qu'ils ont présentés dans les vitrines. Parlez-nous un petit peu de votre métier, parce que vous connaissez parfaitement
Néandertal, vous connaissez parfaitement, enfin, vous cherchez à comprendre et à connaître cette espèce. Oui, oui, oui. Je ne suis pas anthropologue, mais je suis spécialiste des productions laitiques, c'est-à-dire des outils en silex, que j'étudie depuis maintenant presque 20 ans. Je mène aussi des fouilles sur un site qui s'appelle le Mustier, le site éponyme de Mustérienne, qu'on fouille depuis 2014 avec des collègues de Toulouse, Emmanuel Discan et Marc Thomas. Et cet site livrait des milliers de pièces en silex, de faune et aussi de restes de bonhomme. Voilà, donc il y a un bébé qui vient du Mustier, qui a été trouvé par Denis Pironi au début du XXe siècle, qu'on voit dans des vitrines permanentes. Voilà. Qu'est-ce qu'on ressent quand on trouve un objet, une partie de squelette? Personnellement, j'en ai jamais trouvé de reste humaine. Je ne peux pas imaginer la sensation que ça donne. Par contre, même si on trouve des milliers de silex chaque année pendant les fouilles, chacune est unique et il peut nous porter l'info. Donc pour moi, c'est la globalité des pièces qui est intéressant pour moi. Ce n'est pas juste une pièce par là, une pièce par là, mais c'est vraiment de mettre toutes les pièces lithiques ou phoniques qu'on trouve sur le site dans leur contexte pour mieux comprendre le mode de vie des Néandertals. Et alors, est-ce que justement, vous avancez dans ces recherches-là? On est bien avancé ces derniers 8 ans, oui. Oui, oui. On comprend mieux de mise en place des dépôts, on comprend mieux les technologies d'éthique, on comprend mieux des changements cinétiques par rapport à des changements technologiques. Et je crois qu'à la fin de nos campagnes, on aura une meilleure vision de ces sites, c'est sûr et certain. Jusqu'à quand va durer cette campagne de fouilles? Je crois que chaque année, on fouille à peu près 3 semaines. Et je crois qu'on aura 6 ans devant nous, avant que c'est terminé. D'accord. Voilà. Et le site du Mustier, c'est pour vous vraiment le temple de la recherche et des découvertes? C'est un des temples. On ne peut pas parler qu'il y a un seul temple de préhistoire, parce qu'en fait, les questions, c'est de mettre en relation tous ces temples. Parce que dans le Périgord, on sait bien qu'il y a des centaines de sites, du période moyen jusqu'à la paléolithique supérieure. Et l'idée, c'est de ne pas mettre l'accent sur un seul site, mais de savoir comment les sites sont articulés entre eux. Voilà. Parce que justement, l'humain s'est déplacé, le Néandertal Voilà, s'est déplacé. Néandertal, c'était une espèce de nomade. Il ne faut pas imaginer qu'ils ont passé toute leur vie sur le même site. Donc ils ont circulé dans une façon peut-être saisonnière, on ne sait pas trop pour l'instant, mais on est plus ou moins certain qu'ils ont un système de mobilité qui implique des mouvements. La preuve de ça, c'est que sur certains sites, on trouve des silex qui est lointain, c'est-à-dire qu'on sait que cette silex, ils viennent du 50 km du site, donc forcément, ça c'est une preuve très concrète de mouvement de quelqu'un, quoi. Oui. Ils se sont déplacés. Ils ont déplacé, par exemple, on a des silex de Bergeracois qui arrivent au Mustier. Et donc, entre le Mustier et le Bergeracois, je crois qu'il y a à peu près 50 km. Donc là, on a de preuves d'un seul mouvement. Voilà. Mais j'imagine qu'il y a plusieurs dans l'année ou au cours de quelques années. Mais quand on a un objet, on est sûr qu'ils ont bougé au moins une fois. Ah oui. Voilà. Donc c'est une satisfaction pour vous à ce moment-là? Ça, c'est une satisfaction de voir des preuves concrètes d'un mouvement dans le passé qui date maintenant de 40 000 ans, bien sûr. Je crois qu'il y a des moments qu'ils ont passé plusieurs jours sur le même site, mais après ils ont déplacé soit sur notre site, soit dans une autre région. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'ils s'installaient dans tel ou tel secteur? Il y a une combinaison de plusieurs facteurs. Déjà, il y a le fait qu'il y a des silex qui sont disponibles sur place, parce que le silex est fondamental de survie. Il faut tailler pour avoir des outils. Il y a aussi des raisons cinétiques, c'est-à-dire que peut-être il sait qu'il y a des rennes qui passent ou des aurochs qui sont dans le coin pendant un certain moment. Il y a peut-être aussi des raisons qui nous dépassent complètement, qu'on ne peut pas comprendre. Mais j'imagine que c'est une combinaison de plusieurs facteurs qui jouent. À la fois lithodologique, ou les ressources végétales ou animales. La Vézère aussi Bien sûr, le Vézère, il faut de boire, il faut de l'eau. Donc bien sûr, le Vézère, c'était aussi un aspect du paysage qui était très important. Et dans vos découvertes, vous avez constaté une évolution justement de la taille des outils, par exemple, des silex? Je ne sais pas si on peut parler vraiment d'une évolution, mais je crois que c'est mieux si on parle des changements. Il ne faut pas imaginer que le paléolithique moyen d'époque des Néandertals était un moment de stagnation. Il y a plein de changements. Parfois, on le voit très bien, parfois, il nous échappe. Mais ce qu'on voit, c'est que pendant les 300 000 ans qu'ils ont dans le sud-ouest de la France,
on voit bien qu'il y a des moments de changement. Il y a des moments de cristallisation où il y a un type de technique ou une méthode de taille qui est dominante, mais après, ça change complètement. Parfois, c'est radical, abrupt, parfois, c'est très, très lent. Donc, pour moi, c'est une période du changement presque non-stop. Vous comprenez, vous cherchez encore à comprendre ces changements qui peuvent être brusques? Oui, bien sûr. Bien sûr, parfois, on peut le lier directement avec un changement climatique. Parfois, on n'a vraiment pas d'idée, mais on peut poser certaines hypothèses. Il y a une question de mieux caler de chronologie pour qu'on peut placer les sites dans le contexte climatique qui n'est pas évident, toujours. Voilà.